Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous parlons ce soir d'hémophilie, cette maladie grave qui s'explique par la difficulté ou l'impossibilité pour le sang de coaguler. Les conséquences sont majeures avec des hémorragies sévères en cas de blessure et parfois des saignements spontanés au niveau des articulations. Les thérapeutiques dans cette maladie ont fait d'importants progrès. L'hémophilie peut être aujourd'hui contrôlée grâce à des traitements substitutifs. Néanmoins, il demeure compliqué de devoir vivre avec des douleurs, avec le risque permanent de saigner, mais aussi avec le devoir de s'adapter au rythme des injections, notamment pour les enfants. Avec mes invités, on saura qu'est-ce que l'hémophilie, quels sont les progrès enregistrés dans la prise en charge, comment vivent les enfants hémophiles en Algérie, parvient-on à les accompagner au mieux pour une parfaite adhésion au traitement et donc pour arriver à un semblant de vie normale. Voilà en gros le propos que nous développons ce soir avec mes invités et j'ai le grand plaisir de recevoir Madame Lemhan Latifa. Vous êtes présidente de l'Association nationale d'accompagnement des hémophiles. Bienvenue. Merci, c'est gentil. J'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Nekal Salim. Vous êtes chef de service hématologie au CHU Nimsous. Bonsoir. Bonsoir et merci encore pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et nous attendons professeur Boukhari Rachida, chef de service pédiatrie au CHU Mustafa Bacha. Elle doit arriver dans un moment, elle est bloquée dans les embouteillages. Alors, professeur Nekal, j'ai essayé de schématiser en préambule un peu qu'est-ce que l'hémophilie. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce que c'est? Vous pourrez expliquer ça simplement aux gens qui nous regardent? Absolument, c'est une maladie de la coagulation. C'est tout ce que quand on a un saignement, qu'il soit extériorisé ou non d'ailleurs, eh bien, il y a un mécanisme qui va arrêter ce saignement. C'est ce qu'on appelle la coagulation. Mais il dépend de plusieurs facteurs, dont deux facteurs qui nous concernent justement aujourd'hui. On appelle le facteur 8, ou le facteur antihémophilique A, et le facteur 9, qui est le facteur antihémophilique B, qui permettent donc d'arrêter ce saignement grâce à la cascade de la coagulation. Et bien, quand un de ces facteurs manque, eh bien, la coagulation ne se fera pas soit du tout, s'il est absent complètement, ou de manière insuffisante lorsqu'il est diminué de manière proportionnellement. Donc on a des hémophilies A ou B, avec des caractéristiques particulières en fonction du degré du déficit. Absolument. Alors, on peut dire que finalement, la gravité de la maladie est corrélée au taux de ces facteurs qui circulent dans le sang. Absolument, absolument. C'est une corrélation directe avec le facteur qui est déficient en fonction de son taux. Et c'est une maladie génétique, on ne l'a peut-être pas dit, mais elle se transmet. Il y a des mamans conductrices, et dans la grande majorité des cas, ce sont les garçons, parce que c'est lié au sexe, et donc qui sont atteints. Bon, l'hémophilie féminine est exceptionnelle, ça existe. Il faudrait que le papa soit hémophile et que la maman soit conductrice. Voilà, et ça pose énormément de questionnements, parce que c'est une maladie chronique qui nécessite, on va le voir tout à l'heure, une participation de plusieurs spécialités. C'est une activité, une maladie qui a besoin d'une multidisciplinarité majeure. Voilà, ça intéresse beaucoup de personnes, les pédiatres, les hématos, la société civile, les pouvoirs publics, les biologistes. Je dis tout en même temps, mais voilà, c'est comme ça que c'est une maladie lourde. Enfin, en tout cas, on va le voir pendant toute cette émission. On va parler aussi de l'aspect socio-psychologique qui est très important également dans la prise en charge de cette maladie. Alors, Madame Lemhan, comment évaluons vous êtes dans le domaine depuis des années. Comment peut-on évaluer aujourd'hui la prise en charge? On va voir tout à l'heure aussi les traitements. Je le disais en préambule qu'aujourd'hui, il y a des progrès dans les thérapeutiques. Mais est-ce qu'on est arrivé finalement aujourd'hui à diminuer l'infirmité motrice, j'ai envie de dire, parce que c'est ça en fait la problématique dans cette maladie. Oui, je dirais que depuis quelques années, depuis 2008 qu'on œuvre au niveau de l'association, il y a une nette amélioration de la prise en charge. Comme vient de l'expliquer le professeur Nekal, il y a une prise en charge pluridisciplinaire. L'association a joué un rôle, mais sur le plan médical, beaucoup a été fait. Donc en mettant en place un programme d'éducation thérapeutique, en instaurant le traitement à domicile, et tout cet accompagnement a contribué très largement dans l'amélioration du quotidien du patient hémophile. Aujourd'hui, on peut même se féliciter parce qu'on a de jeunes adultes qui ont réussi leurs études grâce à cette prophylaxie et au traitement à domicile. Ils ont pu faire des études universitaires. Qui protège, parce que tout le monde ne comprendra pas ce que c'est. Oui, la prophylaxie, en fait, c'est le fait de s'injecter du traitement anti-hémophilique avant même qu'il y ait saignement hémorragique. Donc, tout ça, ça
participé dans l'amélioration du quotidien du patient hémophile et même des parents. Ça a réduit l'absentéisme de l'enfant. C'est arrivé en Algérie en quelle année, les traitements prophylactiques? Depuis 2008, justement. Depuis 2008-2009, on a commencé à faire de la prophylaxie. Mais on a des guidelines. Alors, professeur Nekal a dit justement, parce que je pense que c'est un point qui vous tient à cœur, à parler justement de cette inégalité, enfin j'ai envie de dire, entre les hommes et les femmes dans cette maladie. On a tendance à incriminer la femme à une très mauvaise réputation dans cette maladie finalement. En fait, les choses vont s'améliorer. Je pense qu'il y aura des choses qui vont être découvertes récemment. Il y a des études qui sont faites. Et ce que j'ai à dire, c'est que toutes les maladies hémorragiques se déclinent au féminin, y compris l'hémophilie. Là, on a participé à des séminaires en international où on confirme qu'un tiers des conductrices d'hémophilie sont symptomatiques. Donc, elles sont déclarées hémophiles. Ce n'est pas encore fait en Algérie parce que c'est des formes mineures, parfois même sévères. Donc, elles manifestent les degrés de sévérité pratiquement pareils. Et je dirais qu'il y a une majoration par rapport aux complications gynécologiques. Chez nous, on ne parle pas encore de l'hémophilie féminine, c'est encore un tabou. On n'établit même pas de questionnaire par rapport au saignement que peut avoir la sœur d'un hémophile ou la fille d'un hémophile, on n'en parle pas. Mais si ça va se faire, Inch'Allah, dans l'avenir, donc on découvrira que finalement l'hémophilie, elle peut être féminine. De toute façon, tous les troubles rares de la coagulation touchent aussi bien le garçon que la fille. Oui. Professeur Nekal, dans cette maladie, bien sûr, on va chercher justement, elle vient d'en parler, hein, Madame Lemhan, on va chercher des antécédents familiaux. Est-ce qu'il existe des formes spontanées où il n'y a pas forcément de facteur familial? Puis, dans la grande majorité des cas, on a une notion familiale, notamment du côté de la maman, et le khal, voilà, l'oncle maternel. Donc ça aide au diagnostic. Je dis bien ça. Mais il y a des formes sporadiques, il y a des mutations. On parle jusqu'à 30%. Oui, ça dépend de toutes les études, de chaque étude. Mais la forme spontanée, on y pense. Quand on est hématologiste ou quand on est pédiatre, ou quand on est enseignement, il est assez typique. C'est pas très difficile de faire le diagnostic d'une coagulopathie congénitale. La plus fréquente, c'est l'hémophilie. Je veux dire, pour l'hémophilie, parce qu'il y a l'autre maladie, la maladie de Villemont, qui est autre chose, on pourra en parler peut-être la prochaine fois. Mais on pense tout de suite à ça quand il s'agit d'un garçon et qu'il y a une atteinte du côté de la maman. Mais s'il n'y a pas d'antécédent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le diagnostic qui sera soulevé. Vous comprenez? Il y a voilà, peut-être que ça saute des générations, il y a une mutation nouvelle et hop, l'hémophilie apparaît. Quand je parlais de la génétique, pour un peu donner peut-être des précisions, c'est pour que dans l'esprit des collègues, je parle des médecins, ils le savent, c'est important de connaître cette participation de la dame dans la génétique. Pour le connaître, pour le médecin. Et ensuite, pour la famille aussi, c'est bien. Ce que disait Mme Lemhan, maintenant, du tabou, effectivement. Vous imaginez dans des sociétés comme les nôtres, où c'est la dame qui fait, et c'est le garçon qui atteint. Ça pose beaucoup de soucis. Peut-être beaucoup moins maintenant, parce qu'il y a de l'éducation thérapeutique, parce qu'on discute avec les parents. Quand vous ramenez le papa et la maman et l'enfant, et on a fait vraiment beaucoup d'éducation thérapeutique. On peut en témoigner avec la participation de tout le monde, et partout en Algérie. Pas uniquement en Algérie. Des séances d'éducation thérapeutique, je crois, dans pratiquement toutes les villes d'Algérie. À chaque fois qu'il y a eu, vous savez, on est 42 millions, même s'il y a 4000 malades, ça fait pas beaucoup, je veux dire. Hein. Alors vous imaginez, on peut essayer de les prendre en charge de manière optimale. Absolument. Notre rôle, c'est qu'ils ne saignent pas et surtout qu'ils n'atteignent pas ce qu'on appelle les handicaps. Voilà. Pour la petite histoire, on va regarder le reportage, mais c'est juste pour la petite histoire, parce qu'en faisant de la recherche sur cette émission, justement, on découvre finalement que la reine Victoria, qui était hémophile, l'a transmis aux familles royales d'Espagne, d'Allemagne et de la Russie. Voilà, c'est juste pour le rappeler. On va voir un reportage, justement, sur qu'est-ce que l'hémophilie, puis la prise en charge, justement, des hémophiles chez nous. Regardez. Ils sont 2600 à souffrir d'hémophilie chez nous en Algérie. De l'ancien grec haïmaphilos, l'hémophilie est un désordre du saignement, une maladie hémorragique génétique due à l'absence d'un facteur de coagulation. C'est une maladie héréditaire, génétique, mais qui est particulière parce qu'elle est liée au sexe.
C'est-à-dire que ce sont les dames, les femmes, qui sont conductrices, et ce sont les garçons qui sont atteints. Dans de très très rares cas, on peut avoir une hémophilie féminine, mais cela veut dire que le papa est hémophile et que la maman est conductrice, ce qui est une situation extrêmement rare dans le monde, de par le monde. Une maladie lourde qui demande un suivi à vie. Le traitement existe. Elle suscite beaucoup d'attention aussi. D'ailleurs, l'évolution de la prise en charge d'hémophilie dans notre pays a connu des avancées, je pourrais qualifier d'historiques, non seulement d'un point de vue thérapeutique, mais aussi diagnostique, c'est-à-dire on peut de plus en plus identifier des malades. Avant, il y avait un seul ou deux centres à l'échelle nationale. Maintenant, pratiquement toutes les structures d'hématologie et les structures de pédiatrie prennent en charge ce type de malade. C'est une maladie qui est liée à la coagulation. Tout le monde connaît, quand quelqu'un se blesse, en principe, il va coaguler. Or là, à cause d'un manque d'un produit, et ça dépend de son niveau, justement, de déficit, on parle par exemple d'hémophilie mineure ou grave, etc., en modéré. Il y a l'hémophilie A et l'hémophilie B. Voilà. A, c'est la plus fréquente, 85% des cas, c'est le manque du facteur 8, exactement. Et l'hémophilie B, en 15 à 20% des cas, c'est l'hémophilie B, donc c'est le manque du facteur 9. Quand ils sont issus d'une famille où il y a déjà des hémophiles, et de par les nouveautés, la nouvelle prise en charge et la prévention qu'on donne, ils sont moins surpris et moins effrayés. Tandis que quand on a une famille nouvelle, ça veut dire que quand on a une pathologie ou une hémophilie ou autre, parce qu'il y a d'autres coagulopathies, on ne voit pas que les hémophiles, dans une famille où il n'y a pas du tout, il n'y a pas eu d'antécédents, les parents sont affolés. Quand on annonce, par exemple, quand les parents viennent après préparation à une circoncision, on leur dit on ne peut pas faire ce geste à votre enfant parce qu'il risque de saigner longtemps. Et si on le fait et on ne met pas le facteur, il risque de décéder après la circoncision. Ils viennent affolés. Après, on les rassure. On leur dit qu'il y a un remède pour ça. Et d'ailleurs, on leur montre nos malades, nos enfants et tout. جيت لجل صبعي باسكو اوبيريت عليه لحد فري وجيت اليوم كونترول الطبيب تاعي باش يشوفني. كنت فاهم المرض نتاعك كنت صغير؟ كنت فاهم؟ نو ما كنتش فاهم. ما كنتش واحد صغير راكي تعرفي يحب يلعب يحب ما يقدرش يعصره. مي دوك كبرت الحمد لله. Aujourd'hui, le traitement classique de l'hémophilie consiste à pallier au manque du facteur de coagulation par injection. L'hémophilie fait l'objet de nombreuses études cliniques. Elle se soigne bien mieux aujourd'hui. Alors, il y a le professeur Boukari Rachida, comme je l'ai annoncé en préambule, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Vous êtes chef de service pédiatrie au niveau de Mustapha Bacha. Alors, comment on découvre cette maladie, j'ai envie de dire, professeur, et à quel âge, généralement, en moyenne? Généralement, alors, si on parle de l'hémophilie sévère, c'est-à-dire des situations où il y a un déficit en facteur, le 8 ou le 9, inférieur à 1%, ça va se présenter dans des situations d'hémorragie quasiment spontanée. D'accord ? Donc, on peut découvrir la maladie très précocement, en période néonatale, par exemple, lorsqu'il y a eu un accouchement un peu difficile. On peut découvrir la maladie au moment de la circoncision. C'est assez régulièrement le cas. Ou bien on peut découvrir la maladie dès que le petit, le nourrisson, va se mettre à bouger davantage, à se déplacer et donc à avoir des petits traumatismes minimes, c'est-à-dire des traumatismes qui, chez un autre enfant, n'occasionneraient pas particulièrement autre chose qu'une petite ecchymose et qui peuvent, chez un enfant hémophile sévère, se manifester par des manifestations hémorragiques plus importantes, qu'elles soient localisées dans le muscle ou qu'elles soient localisées dans les articulations. Ça va se manifester. Il faut retenir le caractère un peu spontané
Et le caractère, généralement, c'est dans la première année de vie que les premières manifestations vont apparaître au moment où l'enfant commence à se déplacer. Ça va être en forme d'hématome, c'est ça? On va voir des Alors, bleus. les principales manifestations cliniques, c'est le saignement dans l'articulation, on appelle ça l'hémarthrose. C'est, disons, sur le plan hémorragique, c'est important parce que c'est un saignement dans un espace fermé. Dans un espace fermé, une articulation, c'est un espace fermé. Et ça va laisser place à des séquelles. Et c'est toute la gravité de la maladie, puisque ça va laisser des séquelles sur le plan fonctionnel. Et au fur et à mesure, lorsque cette articulation sera le siège de saignements, de plusieurs saignements, il va se transformer, cette articulation va se transformer et ça va donner ce qu'on appelle une arthropathie et ça va créer un handicap qui peut être un handicap fonctionnel, un handicap Mais ça c'est au fil des années. Voilà, au fil des années. Et c'est principalement un des premiers objectifs de la prise en charge pour nous, c'est vraiment que ces enfants, avec un traitement approprié, n'aient pas du tout ces hémarthroses et n'aient pas ce risque justement fonctionnel. Ou alors ça peut être un saignement dans un muscle. Quand c'est un petit hématome, c'est pas méchant, mais quand c'est un gros hématome qui peut être compressif, c'est-à-dire on va avoir un saignement important qui peut comprimer des vaisseaux, qui peut comprimer des terminaisons nerveuses, ça peut quand même donner des tableaux plus sévères. Et ce qu'on craint, par-dessus tout, et c'est ce qu'on essaye toujours d'enseigner aux parents d'enfants hémophiles, c'est les saignements qui pourraient survenir dans des régions, dans des zones où on sait qu'il y a un pronostic vital qui peut être engagé. Par exemple, s'il y a un saignement au niveau du cerveau, voilà, et ça peut se voir lorsque l'enfant fait une chute sur la tête, par exemple, eh bien, il peut y avoir un saignement à ce niveau-là. Et ça, c'est les formes, disons, les plus immédiatement dangereuses. Oui, justement, on parlait avec professeur Nekal et Madame Lemhan tout à l'heure. On disait que c'est une maladie génétique, donc cette maladie va se manifester dès la naissance. Et là, le risque y est aussi, par exemple, lorsqu'il y a des accouchements difficiles avec forceps, puisque vous avez parlé d'hémorragie cérébrale. Est-ce que le risque y est aussi dès la naissance, dès le moment de l'accouchement ? Oui, parce que l'enfant, il a son déficit, c'est une cause génétique, il va naître avec son déficit. Donc, dès lors qu'il y a un traumatisme obstétrical à la naissance, il peut y avoir... Est-ce qu'on pense aujourd'hui, justement, puisque ce problème existe et est envisageable, est-ce qu'on pense aujourd'hui dans les formes familiales, par exemple, quand on est issu d'une famille d'hémophiles, à se faire dépister ou à faire, par exemple, des diagnostics? Est-ce qu'on fait des diagnostics prénataux, par exemple? Non, le diagnostic prénatal n'existe pas. D'abord parce qu'on n'a pas l'étude génétique, on ne fait pas l'étude génétique. On pourrait faire l'étude génétique pour des formes particulières, pour ceux qui ont des inhibiteurs, mais on ne fait pas l'étude génétique, en Algérie du moins. Et donc à partir du moment où on n'a pas l'étude génétique, on ne fait pas de diagnostic anténatal. Mais notre rôle, nous en tant que médecins, surtout lorsqu'il y a déjà un cas d'hémophilie dans la famille, évidemment, c'est toute la prise en charge de la famille, des parents, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire on leur explique ce qu'est la maladie, on leur explique le risque que cette maladie revienne, puisque vous avez peut-être dû le dire qu'elle est liée à l'X, donc la mère est conductrice et c'est le garçon qui est touché, et que donc à chaque grossesse, évidemment, si on a un garçon, ben on a un risque. Donc à ce moment-là, oui, il y a des précautions à prendre. Et ça, c'est à condition que les parents soient déjà avertis, c'est qu'au moment de la naissance, eh bien, on a discuté avec l'obstétricien, on sait, on peut prendre des précautions. C'est un point sur lequel on va revenir longuement, en tout cas, à l'éducation thérapeutique. Alors, professeur a parlé rapidement de la circoncision. C'est un point très important, puisqu'aujourd'hui, en plus, on le fait de plus en plus jeune. Quel est le risque, finalement? Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui le font à l'âge de 7 jours, parfois sans faire peut-être les bilans nécessaires. Quel est le risque chez un enfant qui pourrait être hémophile, justement? Enfin, le risque de saignement chez un hémophile ne dépend pas de l'âge là où on va le faire. Il sera toujours présent, quel que soit l'âge où on va faire la circoncision. Par contre, la problématique, c'est de faire le diagnostic. Absolument. Et qu'on fasse un geste aussi... Je vous pose cette question parce qu'il y a déjà eu des décès. Et Madame Lemhan pourrait en parler. Oui, on a longtemps discuté, on a très très peur de ça. On a même autant peur de ça que de ces hémorragies dont vient de parler Madame professeur Boukari, cérébrale, qui nous hante parce que dès qu'il y a un hémophile qui a mal à la tête,
on a très très peur. C'est pas la céphalie, je veux dire, c'est pas la douleur de la tête comme ça. Et pour les circoncisions, c'est la même chose. Il y a des règles médicales connues. C'est pas parce qu'il y a l'hémophilie, pas du tout. Il y a un bilan préopératoire qui doit être fait et un bilan sérieux dans des conditions sérieuses. On ne peut pas se permettre, comme il y a très longtemps, de faire une circoncision. Évidemment, on est à Alger ici, mais vous imaginez, ou peut-être même à Alger d'ailleurs. Ça se fait encore chez le barbier du coin. Eh ben oui, ça se fait encore, malheureusement. Peut-être pas chez le barbier, enfin. Bon. À domicile, ben si, peut-être pas à Alger, mais ça se fait. Oui, non, je dis ça comme ça. C'est extrêmement sérieux. On en parle tout le temps avec les membres de la famille. Ça rentre dans l'éducation thérapeutique, mais ici, ça concerne surtout nos collègues. Vous comprenez? C'est un chirurgien qui va faire ça. Ou enfin, en tout cas, un médecin. Comment un médecin va prendre le risque de faire une intervention chirurgicale, parce qu'il s'agit d'une intervention chirurgicale, sans avoir un bilan d'hémostase connu et reconnu. Voilà. Évidemment, il faut le dire aux mamans si elles ont un... Vous imaginez, si une maman a un hémophile et elle a un deuxième enfant, un deuxième garçon, elle va faire une circoncision sans qu'il ait. Ça paraît quand même lourd. Mais ça existe. Vous avez raison. On a parlé, il y a eu des cas historiques. Des cas historiques. C'est impensable que maintenant, à cette époque, ou même il y a 20 ans, qu'on puisse faire un geste comme ça sans faire un bilan. C'est pas normal. Il y a des cas sporadiques aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, professeur, c'est pour ça, voilà, qu'il faut faire le bilan. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de rapport avec l'hémophilie. Oui. Madame Lemhen, est-ce qu'on peut vivre toute sa vie sans se rendre compte qu'on est hémophile? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. On connaît des cas, c'est des hémophiles adultes qui dépassent 60 ans, 70 ans, qui sont diagnostiqués hémophiles. Généralement, c'est des hémophiles modérés ou mineurs. Ils ont fait une circoncision par chance, ils n'ont pas saigné, ou peut-être qu'ils ont saigné et ils ne sont pas décédés, mais ils n'ont pas été exposés à... Il est déjà arrivé que des enfants saignent pendant plusieurs jours et qu'on s'en inquiète pas. Tout à fait. Oui. Donc, on les a diagnostiqués à l'âge adulte, après 70 ans, hémophiles, modérés ou mineurs. Oui. Lors d'un bilan préopératoire. Oui, souvent, c'est lors d'un bilan préopératoire. Oui. Voilà qui nous emmène un peu à parler des symptômes, justement, des symptômes quand on a, par exemple, une hémophilie, j'y arrive, mineure. Est-ce qu'il y a des symptômes aussi qui devraient nous alerter là aussi? On a parlé des hématomes tout à l'heure, on a parlé de... Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui pourraient, à la limite, nous alerter si on a une hémophilie, mais pas sévère? En fait, si un sujet hémophile qui soit sévère... Est-ce qu'on peut avoir des douleurs, par exemple, au niveau des articulations? Non, il n'y a pas de douleur, malheureusement. D'accord. Un hémophile sévère, il est très facile à prendre en charge, malgré les complications majeures dont il souffre. Mais un hémophile mineur peut ne pas souffrir de douleur du tout. Mais s'il est exposé à un saignement ou lors d'un traumatisme, il va saigner tout autant qu'un hémophile sévère. Et il est exposé au même risque qu'on a des hémophiles sévères, mineurs, qui ont eu des traumatismes parce qu'ils ont joué à des sports de combat ou participé à un match de foot et qui ont fini paraplégiques parce qu'ils ont tellement saigné au niveau de la colonne vertébrale qu'il n'y avait plus rien à faire, donc ils finissent paraplégiques. Oui. Professeur Boukari, l'hémophilie, peut-être c'est l'une des rares maladies rares, j'ai envie de dire, dans laquelle le problème du diagnostic n'est pas posé ou pas. C'est-à-dire il n'y a pas d'errance diagnostique dans l'hémophilie. Parce que généralement, dans les maladies rares, voilà. Dans les maladies rares, on parle souvent de cette problématique. Peut-être que l'hémophilie, c'est pas toujours vraiment le cas. Il peut y avoir quelquefois une errance diagnostique. Parce que ici, c'est une question de délai. Autant dans une maladie rare où c'est très difficile, l'errance diagnostique, elle peut s'exprimer en années. Autant ici, dans l'hémophilie, où c'est un saignement. Le saignement, c'est quelque chose de aigu, de visible, pour lequel il faut trouver une réponse, une étiologie rapidement. Et généralement, on fait un bilan d'hémostase, un premier bilan de débrouillage. Et dès ce premier bilan de débrouillage, on est orienté, parce qu'on a un allongement du temps de coagulation, donc tout de suite, on est orienté. Et en principe, on doit pouvoir avoir accès ensuite à un dosage spécifique des facteurs de la coagulation, et à ce moment-là, on va confirmer le diagnostic. Mais les saignements ne sont pas toujours, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais les saignements ne sont pas toujours visibles. Non, en général, le saignement, oui, il est visible, sauf si c'est un saignement dans une cavité interne, mais généralement, le saignement est visible.
Donc on est attiré par, on a une symptomatologie d'appel. On ne peut pas avoir des hémorragies internes qu'on ne voit pas dans le cas de l'hémophilie? Oui, on l'hémophilie? peut avoir, mais ça c'est précédé par une histoire clinique où il y a eu déjà des manifestations hémorragiques. On peut se retrouver dans une situation aiguë où on a une hémorragie interne, effectivement, au niveau d'un muscle qu'on appelle le psoas, par exemple, ça donne un tableau clinique très sévère. Au niveau des articulations aussi, non? Etc. Et au niveau des articulations, en principe, quand on a une formation, on va faire la différence entre une articulation où il y a un saignement et une articulation, par exemple, où il y a une infection, par exemple. Donc ça, en principe, on a une démarche diagnostique qui fait que, on va dire, il y a une collection, on commence par dire il y a une collection dans l'articulation. Ensuite, on va, avec une échographie, déterminer, et puis ensuite, on va faire le bilan habituel, et on va, voilà. Et puis, il y a toute la démarche avant, c'est-à-dire que nous, quand on reçoit un patient, on interroge la famille, on interroge les antécédents de la personne, et donc on prend en considération tous les antécédents. S'il y a eu déjà des manifestations hémorragiques qui sont inaperçu parce que justement c'est un hémophile mineur ou c'est une hémophilie modérée qui jusque-là n'a pas été dans les circonstances d'un traumatisme et donc n'a pas saigné. Mais on va interroger, on va trouver quand même des manifestations. Et à partir de là, une fois qu'on s'engage dans le bilan d'hémostase, l'errance diagnostique n'existe plus. Sauf si on est très éloigné. Et ça c'est important. Si on vit dans un endroit éloigné où on n'a pas accès à un laboratoire d'hémostase qui soit en mesure de faire un diagnostic rapide, oui, on l'a déjà observé. On l'a vu, y compris à Alger, quelquefois, où il peut y avoir un délai diagnostique Madame qui n'est pas tout à fait normal. Sur le point justement des zones d'ombre, je pense que vous voulez en parler. Oui, que ce soit dans les zones d'ombre ou ailleurs, je pense que... Même des villes, vous allez me dire, de grandes villes par exemple, parfois comme Chlef ou ailleurs. Il y a des erreurs de diagnostic, parfois ils sont mal orientés. Difficulté d'accès aux soins aussi. Très difficile, sauf que par moment, on est impressionné, il n'y a pas d'antécédent du tout d'hémophilie dans la famille. Il y a les parents qui sont alertés par la vue des ecchymoses chez le bébé et tout, donc ils consultent pour ça, et c'est suite à ça qu'on arrive à faire le diagnostic. Il est orienté dans un service, généralement s'il est du sud, il est orienté directement sur Alger, on lui dit allez-y sur Alger, vous allez faire votre bilan. Quand même, il y a une amélioration. Est-ce que les gens sont bien informés aujourd'hui sur l'hémophilie? Oui, je pense qu'il y a une nette amélioration. Connaissent cette maladie? Il y a une nette amélioration dans les connaissances générales de l'hémophilie. Donc, on pense, en premier abord, quand il y a des ecchymoses, hémarthroses, hématomes, on pense à l'hémophilie ou d'autres troubles rares de la coagulation. Donc, ils sont orientés pour faire un bilan d'hémostase et être fixés pour leur prise en charge. Oui. On disait tout à l'heure, justement, que ce qu'on craint dans cette maladie, c'est justement d'arriver à une infirmité motrice. À quel point il est important aujourd'hui de diagnostiquer précocement cette maladie, puisqu'on parle justement d'errance diagnostique? Je voudrais apporter une petite précision. Oui. Le diagnostic est en principe fait par tous les médecins, quel que soit le médecin, dès qu'on est devant une situation donnée qu'on apprend. C'est des cours qu'on apprend. Oui. On va rien inventer. Et il y a un bilan. Je veux dire par là, c'est pas parce qu'on est en hématologie ou en pédiatrie qu'on va penser uniquement à ce type de maladie. N'importe quel médecin, quand il est devant une certaine situation, on demande ce bilan d'hémostase. Il est systématiquement demandé. Et dès qu'on a une anomalie, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important que le bilan soit correct, fait dans des conditions correctes, parce que c'est pas évident de faire des diagnostics d'hémostase, des troubles d'hémostase. Ceux qui travaillent dans l'hémostase le savent. Et donc, on risque pas de passer à côté du diagnostic. Il y a effectivement des erreurs, bon, c'est possible, mais là n'est pas le souci pour l'instant. C'est-à-dire qu'il faut que la démarche diagnostique soit la même pour tout le monde. Dès qu'on a un enfant, ou un adulte d'ailleurs, où il y a une symptomatologie qui peut rappeler une atteinte de la coagulation, il y a un bilan à faire, et ensuite on doit poser le diagnostic assez rapidement. Je parle de la maladie. Ensuite, ce qui va se passer plus tard, du domaine de la spécialisation, c'est-à-dire les pédiatres ou peut-être les hématologistes ou d'autres spécialités. Vous me posez la question sur l'infirmité, si on fait le diagnostic plus tôt, le problème c'est pas de faire le diagnostic plus tôt, c'est d'éviter qu'il y ait ces saignements qui vont entraîner l'infirmité. Et donc, s'il y a un saignement et qu'on ne fait pas le diagnostic, donc on va maltraiter, on va maltraiter le malade et donc on peut aboutir. Mais pour passer à côté d'une arthropathie, c'est-à-dire une anomalie de la coagulation, des articulations, notamment c'est le genou qui est touché, à côté d'une hémophilie, c'est extrêmement rare. On fait le diagnostic très vite et ce dont parlait Mme Lmhan tout à l'heure, c'était l'évolution
positive de la prise en charge, il faut le reconnaître, a été quand même assez a révolutionné la impressionnante. prise en charge de ces Non, malades. je parle de notre pays, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, je parle de notre pays, et à l'échelle africaine, on peut se targuer d'avoir une place assez particulière dans l'accès aux soins pour l'hémophilie. Ce n'est pas toujours le cas. Et je ne parle pas uniquement du produit lui-même. Il y a tout un cheminement, beaucoup de spécialités, l'association. Et peut-être vous avez dû lire, il y a la WFH, qui est l'Association mondiale de l'hémophilie. En fait, c'est beaucoup plus les malades hémophiles qui tiennent cette... C'est beaucoup plus ça que les médecins. Et donc, c'est un poids extrêmement important. C'est pour ça que ça marche. Et je pense que c'est bien. Chez nous, en tout cas, le budget, il a été multiplié par 30 depuis 2007. C'est quand même dire qu'il y a du bon. Ça nous arrive aussi de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais là, il faut dire qu'il y a du bon quand même dans le domaine de l'hémophilie. Alors, professeur Boukari, comment vit-on avec l'hémophilie lorsqu'on est un enfant qui a quand même... Un enfant, par définition, est un être fougueux, qui veut courir, qui veut grimper aux arbres. C'est compliqué. Oui, bien entendu, c'est compliqué. Mais les traitements actuels, et en particulier la prophylaxie, ont considérablement amélioré la qualité de vie de ces enfants. Bien sûr que si on se remet des années en arrière, où on ne traitait que au moment de l'épisode hémorragique, par rapport à maintenant, où on est dans la prévention, c'est-à-dire on fait de la prophylaxie et on fait de la prévention du saignement. Et on devient de plus en plus précis dans la prophylaxie, puisqu'on essaye de faire de la prophylaxie à la carte, c'est-à-dire en fonction de l'activité de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie personnalisée. Donc bien sûr, sur le quotidien, interrogez les parents. Ils vous diront que c'est pas simple. Il faut être toujours en permanence sur le qui-vive, que l'enfant soit à l'école, qu'il ait une activité physique, qu'il y a plusieurs activités sportives qui lui sont interdites, qu'on est toujours dans l'angoisse perpétuelle. Mais les parents finissent par gérer ces situations. J'ai envie de dire, est-ce que ces enfants ne souffrent pas d'un retrait, d'une espèce de retrait psychologique, de repli sur soi? Non, parce que je pense que... De frustration. Je pense que sur le plan, avec les traitements prophylactiques, ce sont des enfants qui ont grandement... On ne continue pas à leur dire non, faites attention, ne jouez pas. Les parents, ils seront toujours sur la défensive, c'est clair. Même s'ils ont la prophylaxie. Mais quand même, avec la prophylaxie, ils acquièrent une autonomie extraordinaire. Parce qu'on le voit très très bien. Lorsqu'on les diagnostique au début, le premier jour, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. C'est clair. Ensuite, ils rentrent dans un processus où ils vont faire l'apprentissage. Ils vont apprendre à reconnaître les manifestations hémorragiques. Ils vont apprendre à piquer leur enfant, parce que le traitement, il se fait par perfusion intraveineuse. Ils vont apprendre à anticiper. Et vous les revoyez au bout de 6 mois, 1 an, quand ils sont rentrés dans ce processus, ils sont, apaisés. Ils sont plus sûrs de ce qu'ils font. Ils sont, souvent, quand c'est les deux qui sont impliqués, c'est encore mieux. Il ne faudrait pas que quelquefois, ça retombe sur la maman seulement. Mais quand c'est les deux, voilà. Et nous, on voit ça tous les jours. Et c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, écoute, regardez, vous allez voir un autre patient, il était exactement comme vous aujourd'hui, il y a 1 an. Discutez avec lui et vous allez voir les progrès qui ont été faits. Donc, amélioration de la qualité de vie. Oui, Madame Lemhen, je pense qu'elle voudrait réagir sur ce même point. Alors cet aspect psychologique, justement, chez l'enfant, mais aussi chez les parents, professeur Boukari en a parlé, je pense que les parents aussi doivent faire preuve d'une maturation aussi, pour accompagner leurs enfants physiquement et psychologiquement. Bien sûr, tout se joue et tout repose sur les parents. En fait, quand on avait commencé les séances d'éducation thérapeutique, on a fait un peu de psychologie indirectement. Donc, on regroupe des hémophiles adultes qui sont déjà handicapés et des jeunes parents d'hémophiles. Donc, la première réaction des parents, ils vous disent « Ah tiens, donc il va vivre ».
Du moment que l'autre il est là, il est vivant, donc le pronostic vital est déjà N'est pas écarté. compromis. Et quand on les initie à la prophylaxie, au traitement à domicile, donc il vous dit, tiens, ça veut dire que s'il y a surveillance, s'il y a un bon suivi, il va éviter de devenir handicapé. Donc ils investissent énormément dans l'éducation des patients et ils s'y mettent, même s'ils n'ont jamais mis les pieds à l'école. Ils font de l'éducation thérapeutique à leurs enfants, ils leur font de l'injection à domicile et c'est comme ça que les enfants, nous, on fait les choses autrement, on les reprend pendant la colonie de vacances, on les éduque, on les responsabilise, on leur dit que ce n'est pas une fatalité d'être hémophile, vous avez vos traitements, vous vous soignez, vous pouvez partir à l'école, vous êtes autonome, vous êtes comme tout le monde, vous pouvez avoir une vie sociale et bien évidemment, il faut toujours être prudent et prendre ses précautions. Je pense que vous avez fait aussi un travail à destination des écoles également, vous avez fait des affiches, hein. Je ne sais pas si on peut les voir à l'image. En quoi cela ça consiste? En fait, aujourd'hui, c'est encore compliqué hein, d'avoir des enfants hémophiles au sein des écoles. En fait, c'est pas facile d'expliquer à une personne qui n'est pas soignant quelle est la conduite à tenir face à un hémophile en milieu scolaire. Donc, en collaboration avec le ministère de la Santé, on a conçu une affiche. Il y a eu même une instruction qui a été destinée pour les DSP pour que ça soit remis dans les écoles. Et on a remis aussi des quotas pour chaque association de wilaya à travers le territoire national. Donc, le but de l'affiche, c'est de savoir réellement comment réagir au moment T quand il y a un saignement et surtout quelles sont les précautions à prendre quand il y a un saignement. On la voit à l'image, les affiches que vous avez faites. Et aussi pour ne pas dramatiser, on explique qu'il n'y a pas un régime alimentaire particulier, qu'on ne doit pas isoler l'enfant. On doit juste expliquer à ses camarades quelle est la conduite à tenir pour qu'il ne soit pas puni d'abord par les enseignants. Il ne faut pas qu'il reste debout longtemps parce qu'il a fait une bêtise. Et il ne faut pas qu'il soit bousculé aussi avec les camarades lors de la rentrée et quand il quitte l'école. Donc tout ça, c'est expliqué dans la fiche. Oui. Alors, vous faites également, vous avez parlé tout à l'heure justement d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les patients ressources? Est-ce que vous formez des patients? Parce que parfois, on a l'impression que ça passe mieux lorsque c'est un patient qui explique aux autres patients. Oui, vous faites bien d'en parler parce que ça fait un moment déjà qu'on est investi sur les patients ressources. Chaque année, à cause de la Covid, on arrête un petit peu le rituel de la colonie de vacances, mais on prend de jeunes adultes qui sont très bien éduqués par rapport à leur pathologie, bien évidemment. Donc, ils servent de relais pour transmettre leurs connaissances aux jeunes hémophiles. Donc, ça sort mieux de la bouche d'un hémophile que de la bouche d'un médecin, désolé de le dire, parce que lui, il est là, il connaît sa pathologie, il a réussi ses études. Donc, il est autonome. Le jeune enfant arrive à suivre facilement ce chemin. Donc, les patients ressources, on en a en Algérie et on peut les identifier. On a dans plusieurs wilayas, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On a beaucoup de patients ressources, Dieu merci. Professeur Nekal, est-ce que c'est compliqué? On a parlé beaucoup des enfants, on a parlé de leurs parents. Est-ce que pour les adultes aussi, c'est compliqué d'être un hémophile aujourd'hui, également d'un point de vue psychologique? Est-ce que c'est évident de se dire que finalement, même si on essaye d'expliquer depuis tout à l'heure quand même qu'on peut avoir aujourd'hui, grâce au traitement, d'avoir une vie plus ou moins normale, est-ce qu'on finit par avoir cette vie plus ou moins normale? Bon, j'ai envie de dire que chaque cas est un cas. Pour les adultes de maintenant, il y en a pas mal qui ont des handicaps, si on parle vraiment de personnes qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans. Mais plus on descend dans l'âge, moins il y a d'handicaps graves. Mais à chaque fois qu'il y a un handicap, vous imaginez bien que si on a peur à chaque fois qu'on doit faire quelque chose de saigner, parce qu'ils le savent, plus on prend de l'âge. Et curieusement, dans la période de l'adolescence, il y a comme une espèce de fléchissement. Je parle des adolescents, des enfants, qui vont plus peut-être suivre comme il faut les directives, les précautions, même leur traitement. Donc il faut être vraiment très à cheval pendant cette période où on ne comprend pas ce qui se passe. On a besoin de psychologues. On a besoin de personnes. Bon, on est médecin, par la force des choses, on apprend. Et par la force des choses, c'est vrai que quand un malade parle, c'est beaucoup plus frappant que n'importe quel discours médical. Je parle d'un malade qui a cette maladie. Et donc, ça passe et c'est accepté, non seulement par les enfants qui regardent, mais aussi par les parents. On essaie de créer une symbiose, comme une espèce de famille. Quand vous voyez des adultes qui ont quand même parfois des handicaps, pas très graves, mais quelques handicaps, notamment au niveau des articulations des genoux, leur vie, je ne vais pas dire qu'elle est un long fleuve tranquille, pas du tout, mais ils s'adaptent, ils peuvent travailler, on les aide,
il y a les associations qui sont là pour des problèmes particuliers de la vie de tous les jours, je veux dire. Hein. Oui. Et parler tout à l'heure des enfants avec les écoles, c'est systématique chez nous. À chaque fois qu'on a des enfants, on contacte personnellement au niveau des écoles pour faire très attention. C'est pas pour l'isoler, pas du tout, mais pour qu'il y ait un traitement, on va dire, particulier. Le mot traitement ici prend une autre signification. Alors vous avez parlé des articulations qui sont touchées généralement dans cette maladie. On parle beaucoup du genou. Quelles sont les autres articulations alors Toutes les genoux, les chevilles, les coudes, absolument. Bon, la plus fréquente... Je vous pose cette question parce que, juste entre parenthèses, parce que j'avais trouvé qu'il y a même les articulations, ce qu'on appelle les articulations temporomandibulaires, qui peuvent altérer la mastication. Je trouvais ça terrible. La notion pour l'hémophilie, c'est un saignement dans une articulation, quelle que soit... Parce que c'est une articulation qui est très sollicitée, c'est pour ça. Absolument. C'est pas quelque chose qu'on voit toujours. Personnellement, sur les malades qu'on a eus, je ne pense pas qu'on ait eu cette complication. Peut-être qu'elle a existé, peut-être Mme Boukari en a vu, ou Mme Lebhan. Moi, j'en ai jamais vu, ça fait plus de 30 ans, mais ça peut exister. C'est une articulation. Maintenant, ce qu'on souhaite, pour aller droit au but, c'est qu'il n'y ait plus de saignement, même invisible. C'est ça la chose la plus importante. Vous disiez tout à l'heure, il y a des saignements, c'est comme ça qu'on fait des diagnostics. On regarde le sang. Mais quand il y a un saignement dans une articulation et qu'il n'y a pas de symptômes, parce que quand il y a des saignements au niveau de l'articulation, en général, ça fait mal, ça gonfle. Mais parfois, il y a des saignements mineurs qui passent inaperçus. Et c'est ceux-là qui sont les plus dangereux, qu'il faudra non seulement prévenir, mais établir le diagnostic. On tend maintenant vers ce qu'on appelle le saignement en fait, zéro. En fait, ce sang qui va rester au niveau de l'articulation, c'est lui qui va éroder l'os. Absolument. Le cartilage, d'abord, il va détruire l'articulation, il va la rendre raide, tout simplement. Il n'y aura plus d'articulation. Et souvent, non, je veux dire, quand on arrive à ce stade extrême, c'est des interventions chirurgicales plus ou moins lourdes, des articulations, il faut des remplacements parfois. Quand on arrive à ça, ça veut dire qu'on a mal fait notre travail. Absolument. Si on arrive à envoyer un hémophile chez un chirurgien orthopédiste, par exemple, ça veut dire que notre prise en charge était insuffisante. Absolument, voilà qui nous emmène un peu il nous reste un peu moins que 10 minutes pour la fin de cette émission. On va terminer justement sur les traitements. On a parlé de progrès dans cette maladie, ça fait partie des maladies qui connaît un boom dans les thérapeutiques ces 10 dernières années. C'est quoi les traitements qui sont aujourd'hui disponibles? Le premier traitement, parlons de médicaments. Dans l'hémophilie sévère, il y a un déficit en facteur de coagulation, facteur 8 ou facteur 9. Et donc, le traitement consiste en la substitution. C'est-à-dire que nous allons substituer de manière à ce que le taux de facteur remonte à un niveau tel que un saignement spontané ne peut pas se produire ou un saignement après un traumatisme. Donc on va réguler en fonction du taux de facteurs que l'on veut obtenir. Alors, ça c'est le traitement substitutif. À côté de cela, et il ne faut pas négliger ces mesures, je reviendrai sur le traitement substitutif, il y a toutes les mesures. Au moment où on a un saignement, il faut appliquer le repos, il faut appliquer la poche de glace, il faut appliquer les antalgiques parce qu'il y a de la douleur, en général du paracétamol, et ensuite il faut attendre que l'articulation que le saignement disparaisse avant de reprendre une mobilité. Voilà. Et puis le troisième volet de la prise en charge dans cette maladie, c'est de surveiller l'évolution de ces patients et de surveiller l'apparition de ce qu'on appelle les anticorps circulants, les inhibiteurs, c'est-à-dire le fait que le sujet va fabriquer des anticorps contre c'est-à-dire une résistance, le produit que l'on va lui donner et qui va annuler l'effet de la substitution. Donc ça fait partie de ce qu'on doit faire dans l'évolution et dans la surveillance. Et enfin, il y a un autre aspect de la prise en charge qui est lorsque l'articulation est abîmée, à ce moment-là, c'est le médecin rééducateur qui intervient. Donc en fait, toutes ces personnes, c'est une prise en charge pluridisciplinaire entre le pédiatre, l'hématologiste, celui qui nous fait le bilan d'hémostase, le rééducateur. Donc
la psychologue qui va à un moment intervenir. C'est Donc, pluridisciplinaire. en matière de traitement, de substitution, il faut dire qu'on a fait des progrès énormes, mais ça ne doit pas nous empêcher de dire que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, parce que nous ne sommes pas encore au bout de nos... Absolument, professeur. Peut-être poser la question au professeur Nekal, justement. Alors, il y a la résistance, un point très important, une contrainte dans ces traitements qui touchent jusqu'à 15% des malades. Il y a aussi une autre contrainte qui est très importante également, c'est le fait de devoir s'injecter en intraveineuse 3 fois par semaine ou peut-être plus. Aujourd'hui, il y a de nouvelles thérapeutiques qui sont en vue, professeur Nekal, qui vont changer la vie, encore une fois, des malades. Oui, bien sûr. La prophylaxie, maintenant, on a des directives ministérielles où la prophylaxie pour les enfants qui ont des hémophilie A sévères. Et donc, on est censé disposer de tous ces produits pour tous ces patients. Et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Bon, la substitution, oui, évidemment. Il y a des produits qu'on appelle plasmatiques, il y en a d'autres qu'on appelle recombinants. Bon, ce sont des détails, enfin des détails, je veux dire, c'est des mots techniques, mais cette disponibilité, malheureusement, a un coût. Et cette disponibilité a un risque, c'est celui de développer des inhibiteurs. À chaque fois qu'il y a des inhibiteurs, on ne peut plus donner ces traitements. Il y a des possibilités autres qu'on appelle par exemple l'ITI, qui est une façon d'éradiquer, ou bien d'utiliser d'autres molécules. Et maintenant, effectivement, il y a des traitements non substitutifs. Effectivement, il y a de nouvelles molécules qui existent, et j'espère qu'on pourra en disposer assez rapidement, qui peuvent être injectées en voie sous-cutanée. Vous imaginez ce que peut avoir comme même la répercussion. En fait, même la fréquence peut-être de l'injection qui... Voilà. Au-delà de la fréquence. Imaginez une veine piquée 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. C'est quand même extraordinaire maintenant de penser qu'il existe un traitement par voie sous-cutanée, comme pour je sais pas, les diabétiques. C'est quand même... On l'attend avec impatience. Elle existe. Je crois qu'on devrait faire un petit forcing tous ensemble pour pouvoir donner ça au moins pour les plus fragiles. Les petits, bien sûr, les enfants, ça c'est très important. Et il y a d'autres molécules aussi. Oui, je parle de la fréquence parce que c'est très important de penser quand même qu'on peut se passer de cette injection pendant 1 mois ou plus. Voilà. Il y a d'autres façons, effectivement, pour la prophylaxie, c'est 3 fois par semaine. Maintenant, on peut aller à 1 fois tous les 2 semaines. Maintenant, ça dépend de la réponse thérapeutique. Parce que je vous ai dit, je ne veux pas dire chaque cas est un cas, mais des groupes de malades répondent de manière différente à cette prophylaxie. Il y a des prophylaxies dont parlait Mme Boukari, personnalisées. Quand je dis personnalisées, on fonction non seulement de l'activité, mais aussi des réponses thérapeutiques. Il y a des malades qui ont ce qu'on appelle un phénotype hémorragique, c'est-à-dire qui ont tendance à beaucoup saigner, d'autres beaucoup moins. Et donc, on essaie de s'adapter pour faire en sorte que cet hémophile devienne une personne normale dans sa vie de tous les jours. La thérapie génique aussi, professeur, la thérapie génique absolument, également. La thérapie génique rapidement là-dessus, qui n'est plus une science-fiction. Non, pas du tout. Ils sont aux essais cliniques. Oui, il y a des écrits qui ont été faits, publiés, notamment pour l'hémophilie B, avec des résultats extrêmement encourageants. Et là, c'est un traitement curatif. Ah oui, là, c'est la guérison. C'est la guérison. Oui. Alors, on termine avec vous parce qu'il nous reste quelques minutes. Justement, tout à l'heure, le professeur Nekal a parlé de chirurgie. Peut-être qu'il y a encore des mentalités qu'il faut changer. Je pense que le rôle aussi de la société civile, c'est un peu de secouer les mentalités. Le rôle aussi des médias, d'ailleurs, on est là un peu pour ça aussi. Est-ce que vous subissez encore aujourd'hui des discriminations? Les hémophiles subissent encore des discriminations, par exemple dans l'accès aux soins au niveau des dentistes, au niveau de la chirurgie? Il y a comme ça des idées qui persistent encore? Oui, malheureusement, on subit encore ce genre de situation. C'est pour ça qu'avec le ministère de la Santé, on travaille énormément et en étroite collaboration avec la direction de la prévention. On est sur un travail de mise en place de réseaux de soins et de prise en charge de l'hémophilie, notamment dans le cadre de la prophylaxie, pour réaliser l'équité et l'égalité d'accès aux soins pour tous les hémophiles algériens, qu'ils soient résidents à Alger ou à Tindouf, c'est la même chose. Donc d'abord que cette prophylaxie soit un droit pour tout le monde et
pour la chirurgie, je remercie d'ailleurs nos médecins orthopédistes qui permettent cette chirurgie pour les hémophiles parce que ça ne se fait pas dans toutes les wilayas. Donc, on connaît beaucoup d'hémophiles adultes qui ont connu de poses de prothèses, genoux, chevilles, hanches, coudes et tout. Donc, c'est grâce à ça que les hémophiles adultes reprennent goût et s'intègrent un petit peu dans la vie sociale. Peut-être une dernière question aussi, professeur Nekal, je suis un peu gourmande. C'est une question qui a été posée sur la page de l'émission. Est-ce qu'il y a une contre-indication par rapport au vaccin anti-Covid pour les hémophiles? Non. Est-ce que ça peut poser problème? Non, pas du tout. Donc ils peuvent se faire vacciner. Ah, ils peuvent, Merci et ils beaucoup. le doivent. Oui, Je voudrais juste dire un mot. Vous avez utilisé le terme de discrimination. Je pense que ce n'est pas le terme approprié. Dans toutes ces situations, il y a un manque d'information. Donc les dentistes qui ont des réticences... Mais ce manque d'information induit une forme de stigmatisation. Mais ce n'est pas malheureusement une stigmatisation, je veux dire. Peut-être c'est pas voulu. Discrimination. Donc on a beaucoup de travail à faire sur la formation, la sensibilisation, et c'est ce qui se fait actuellement, et les choses sont en train de changer. Oui, on l'espère bien en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout de suite, le journal de l'information sur Canal Algérie. Je vous retrouve vendredi. Au revoir.